Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Focus numérique qui est un nouveau format de table ronde accessible à tous et à toutes qui va traiter de l'actualité numérique. Donc à l'occasion du Cybermois, on va parler de cybersécurité, de sécurité numérique et plus précisément des cybermenaces auxquelles nous sommes toutes et tous confrontés. Donc si je vous parle d'escroqueries en ligne, d'arnaques comme les faux SMS, les faux mails, l'arnaque au sentiment, je pense que ça parle un peu à tout le monde. On a tous au moins une fois croisé l'une de ces escroqueries en ligne. Donc on le voit aujourd'hui, les cyberattaques ont changé de visage, elles s'attaquent plus à l'humain qu'aux machines et aux systèmes techniques. Elles nous visent toutes et tous, nous, les individus. Elles sont partout, dans nos boîtes mail, dans nos téléphones, sur les réseaux. Et elles touchent tout le monde, quel que soit l'âge ou le niveau de connaissance. Donc on a même appris d'ailleurs à vivre avec elles. Pas plus tard que cette semaine, j'ai reçu un SMS d'un faux livreur qui me disait, voilà, je suis chez vous, descendez, voilà. Donc pour mieux comprendre ces menaces, j'ai le plaisir d'être accompagnée de Axel Dessein et de Corinne Chioca. Est-ce que vous pouvez brièvement vous présenter? Alors bonjour à tous, je suis Axel Dessein, je dirige un programme qui s'appelle Internet sans crainte, qui est le programme national d'éducation au numérique des jeunes et des familles. Et ce qu'on fait essentiellement, c'est d'outiller. On propose sur notre site plus de 200 ressources gratuites pour permettre surtout aux enseignants, aux parents de faire de la sensibilisation à tous ces enjeux-là auprès des jeunes en particulier. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Corinne Chioca, je suis consultante en cybersécurité. Je fais des sensibilisations également pour des tables rondes et également pour des jeunes. Et donc ensemble, on va essayer de décoder un peu les pièges tendus par les cyberattaquants. Pourquoi ils nous ciblent-ils? Comment ils procèdent? Que recherchent-ils? Et surtout, comment s'en protéger? Et puis surtout, si on est victime d'attaques, que faire? Alors du coup, j'ai parlé de cyberattaquants et c'est vrai que moi, dans mon esprit, quand j'imagine un cyberattaquant, j'ai un petit peu des images qui sont beaucoup nourries par la littérature et le cinéma et j'imagine une personne qui est masquée, un peu mystérieuse, un peu irréelle. Mais justement, qui sont les cyberattaquants? Est-ce qu'il y a un profil type? Alors les profils sont variés. Alors c'est vrai que la littérature, le cinéma, ou même quand on veut représenter une cyberattaque, on imagine effectivement quelqu'un en capuche, dans le noir, face à des ordinateurs, dans une pièce sombre, avec des intentions un peu floues, alors que les intentions, elles sont rarement floues. Elles sont en général, l'objectif, c'est de nous voler soit notre argent, soit nos données. Donc, en général, ce sont vraiment des cybercriminels, et on va en reparler. C'est plutôt aujourd'hui des choses qui sont extrêmement structurées, organisées. Mais il y a un type auquel on ne pense peut-être pas forcément, notamment ceux qui touchent les enfants. C'est que cette cyberattaque, elles peuvent venir d'un proche, d'un très proche, c'est-à-dire d'un camarade de classe, d'un ancien amoureux, qui va, pour des raisons de vengeance, par exemple, c'est souvent la motivation, ou pour se moquer, venir aussi attaquer, récupérer éventuellement des photos et puis essayer de se venger, de répandre une mauvaise réputation, par exemple. Et puis les jeunes peuvent aussi être victimes de ce qu'on appelle des pédocriminels, donc toute la cybercriminalité, qui vont être des adultes malveillants, qui visent à récupérer souvent des photos dénudées, qui peuvent chercher aussi à avoir de l'argent, mais là on est dans d'autres mécaniques. Donc il y a des profils qui peuvent être un peu spécifiques en fonction du public. Oui, en effet. Ça fonctionne plus ici. En effet, s'ils viennent de tous les univers, et j'ajouterais à Axel qu'il y a également des gangs, des structures organisées. Vous avez pour les États, au niveau d'un point de vue géopolitique, ça peut être aussi des opportunistes, des débutants, les activistes. Voilà, il y a le champ et le spectre en fait de la cybercriminalité sur ces cybercriminels, c'est très 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 vaste. Et donc, du coup, il y a une pluralité d'acteurs, de profils. Est-ce qu'en fonction des profils, il y a des motivations différentes? Comment ils arrivent en fait à nous piéger?
Alors, c'est pareil, c'est assez varié, hein. Ça dépend effectivement du cybercriminel. Il y en a qui vont croiser avec d'autres choses, hein. Ils vont faire plusieurs choses. Ça peut être par vengeance, ça peut être pour le gain, hein. En général, souvent, c'est le profit. Mais après, il y a d'autres caractéristiques qui vont être existantes, comme un besoin de contrôle, un besoin de reconnaissance. Ça peut être aussi des prestataires, des personnes internes qui vont faire des erreurs. Pour les États, c'est politique, hein, entre autres, avec de l'espionnage, du sabotage. Voilà. Et est-ce que le fait, donc là, si je reviens plus aux attaques qui nous visent, nous, individus, est-ce que le fait que on vise plus l'humain plutôt que le système technique fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui peuvent potentiellement devenir des cyberattaquants? Alors oui, là actuellement en fait, on va dire que ça a commencé à partir de la Covid et ça s'est étendu et ça prend une expansion. Pourquoi? C'est exponentiel parce que c'est un marché très 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 florissant. Donc ils vont pas s'arrêter. Forcément, ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup d'argent qui était facilement gagné, d'où effectivement des cybercriminels ou des prédateurs, hein, qui là aussi malheureusement il y a aussi ces prédateurs qu'il ne faut pas oublier. Qui sont là. Eux, c'est pas pour l'argent, c'est pour l'exploitation humaine. Et, euh, et oui, vous avez forcément, effectivement, une expansion de cybercriminels actuellement qui va de plus en plus de profils différents, variés. Et concrètement, comment ils procèdent? De quel outil ils disposent? Alors, ça peut être multiple. Ça peut être de la manipulation psychologique, hein. Ça peut être les logiciels, l'IA actuellement, hein. Ils en utilisent aussi. En fait, c'est souvent variable. Non, ouais, ça y est. Ça peut être variable en fonction des profils. En fait, ils vont justement se observer en fonction, si c'est une personne, un senior, si c'est un jeune, ils vont aller exactement là où sont ces personnes-là. Donc, les seniors vont être plus via le téléphone classique, hein. C'est l'appel courant du faux banquier, des impôts. On va surtout s'appuyer un peu sur des autorités comme ça qui vont pas être contestées. Et puis avec les plus jeunes, ça va être sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de jeux en ligne, un cas très courant pour inviter par exemple à gagner des skins, enfin vous savez, des fonctionnalités ou des cadeaux qu'on peut avoir sur des jeux qui sont difficiles à atteindre ou qu'on va pas pouvoir se payer en tant qu'enfant, par exemple. Et tout d'un coup, on va voir surgir une proposition. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qu'ils cherchent à faire, ces cybercriminels. C'est vraiment jouer avec nos vulnérabilités, en fait, qui sont différentes en fonction des âges. Donc, on va jouer plutôt sur les émotions. Et vous évoquiez tout à l'heure... est-ce que c'est plus technique, est-ce que c'est plus humain? Et non, finalement, la faille humaine, elle est beaucoup plus facile à atteindre qu'un système technique est beaucoup plus difficile à corrompre. L'humain, finalement, on peut plus facilement le manipuler. Donc c'est vraiment de la manipulation émotionnelle, c'est de l'ingénierie sociale. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ce que c'est l'ingénierie sociale, Corinne? Je peux rebondir, c'est l'art de manipuler, hein, de la psychologie d'une victime. Donc on est exactement dans ce cas-là. On va jouer avec un enfant, un jeune, on va jouer sur son intimité, l'idée que sa photo, par exemple, puisse être partagée pour demander de l'argent en échange. Comme je vous disais, sur les seniors, on va être plus sur la banque, les impôts, les choses qui sont un petit peu institutionnelles, pour lesquelles on ne va pas avoir de suspicion. Et puis pour les familles, on va jouer là aussi sur le lien familial, une attaque qui peut concerner les enfants. Il y a toute une série d'arnaques qui se développent. On va reparler de ce que l'IA apporte, où on est capable aujourd'hui d'imiter la voix d'un enfant, ou tout simplement un appel qui dit « j'ai enlevé votre enfant » et on va laisser l'enfant parler quelques secondes. Et
parce qu'on est déjà manipulé dans l'émotion, même si la voix n'est pas exactement celle de son enfant, mentalement, on commence à être persuadé d'eux. Et il y a plein d'arnaques comme ça, notamment aux États-Unis, qui ont été remontées par le FBI. Et parce que l'IA permet aujourd'hui, par exemple, de trafiquer. Et puis, sur un site de rencontre, des arnaques aussi, il y en a plein. Et là, c'est plus des femmes qui vont être visées. Et là aussi, on va jouer sur une vulnérabilité émotionnelle, le plaisir d'être flatté, qu'une personne aille dans notre sens, et qui va aller derrière vers une forme d'arnaque qui, en général, le but essentiel est de soutirer de l'argent. Hein. Mais justement, tu as parlé d'une série d'arnaques. Est-ce qu'il y a des tendances qui suivent justement l'actualité donc c'était différent avant, maintenant il y a plus ce genre d'escroquerie comme par exemple l'arnaque au sentiment, et que dans le futur il y aura d'autres tendances de cyberattaques. Oui, les motivations, elles sont diverses, elles sont assez polyformes. Hein, donc, ils trouvent toujours quelque chose en plus. Ils ont généralement 4 tours d'avance. Maintenant, au niveau de l'ingénierie sociale, en fait, ils vont agir sur les biais cognitifs que l'être humain, en fait, nous avons tous. C'est-à-dire la confiance, l'urgence, l'autorité, etc., etc. Quoi. Tous les biais, en fait, que nous allons avoir, ils vont appuyer la peur, hein, qui est un biais, et c'est la ruse, hein, ce sont des menteurs professionnels, ils vont en fait manipuler psychologiquement les victimes de manière à obtenir ce qu'ils veulent, d'une façon ou d'une autre. Et c'est très 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 bien ficelé. Beaucoup de personnes aujourd'hui pensent encore qu'il n'y a que les entreprises qui sont touchées. Alors les entreprises, oui, mais ce sont d'autres hackers, je dirais, d'autres cybercriminels qui vont aller sur les entreprises. Il y a des gens bien spécifiques qui vont effectivement viser directement toute la population, tous les individus. Malgré tout, ces mêmes hackers vont aussi viser, cibler sur les réseaux sociaux, que ce soit des adultes, que ce soit des enfants, que ce soit peu importe, hein, n'importe quelle personne, n'importe quel sexe, n'importe quel âge, n'importe quel domaine et fonction, viser en fait quelqu'un, cibler quelqu'un pour aller chercher les informations, ils vont les analyser, et c'est comme ça en fait qu'ils vont arriver jusqu'aux personnes. Après, bien sûr qu'ils suivent aussi les tendances, l'actualité. On a vu au moment du Covid, voilà, des faux formulaires pour pouvoir se vacciner. Enfin, on va se servir aussi d'une actualité qui fait qu'on va tout simplement lever, nous, des barrières pour nous faire agir. On voit aussi à chaque fois qu'il y a une catastrophe naturelle, ou un événement quelque part, pardon, pas forcément une catastrophe quelconque qui va, par exemple, générer une collecte de dons, mais il y a toujours des fausses collectes qui vont sortir pour pouvoir, à ce moment-là, arnaquer certaines personnes. Donc oui, ils sont à l'affût de l'actualité, de ce qui peut toujours aller chercher une vulnérabilité nouvelle. Surtout quand ça fonctionne. Voilà, parce qu'après, ils attendent de voir. Et qu'il y a de l'adhésion, bien sûr. Du coup, on parle d'attaquants qui ciblent plutôt certains profils. Est-ce qu'on peut parler de cyberattaques un peu générationnelles et est-ce que tout le monde est exposé de la même manière ? C'est-à-dire, non, ils ne vont pas être exposés nécessairement de la même façon dans l'attaque en elle-même, puisque le spectre en fait, de la cybercriminalité est très très vaste. Hein. Les piratages, le ransomware, le phishing, il y a beaucoup de phishing. Phishing aussi bien par SMS que sur ordinateur, hein, en abrégeant. Après, les cibles, tout le monde est visé. Oui. Tout le monde est visé, tout le monde est une cible. Il y a de l'argent. Il y a de l'argent ou de la manipulation psychologique infantile. Donc forcément, il y a toujours quelque chose. Et celui qui va avoir une cible va repasser en fait à un autre qui peut s'en servir pour faire une autre attaque. Vous voyez, donc c'est un petit peu, ils sont vraiment tous reliés. Je pense que c'est important de casser effectivement une idée reçue. Tout le monde peut être vraiment victime d'une arnaque. Parce qu'aujourd'hui, voilà, les techniques se développent. La technologie aussi permet d'accompagner le réalisme, hein, parce que des fois, on se disait quand même les fautes d'orthographe dans les mails, ou d'être vigilant sur l'URL qui allait être utilisée. Mais
aujourd'hui, l'IA, justement, permet d'arriver à un réalisme où on peut se faire avoir beaucoup plus facilement. Et puis, en fonction des profils aussi, on va aller chercher des choses qui sont différentes. Donc, peut-être que les seniors, ils sont moins compétents sur la technologie, il y a un peu cette réputation-là, mais ils vont être plus prudents dans leur nature, là où les jeunes vont être plus spontanés. Mais voilà, la jeunesse qui maîtrise peut-être mieux le numérique, elle va être peut-être moins vigilante justement parce qu'elle croit trop maîtriser. Donc ça, ils en ont bien conscience et ils vont chercher vraiment ces leviers-là. Et du coup, la technologie comme l'IA qui va permettre de donner plus de profondeur et de réalisme aux attaques fait que c'est de plus en plus compliqué de détecter en fait que c'est une cyberattaque. Comment on peut faire en fait, surtout que le fait qu'on est complètement inondé en fait d'informations. Enfin, moi, je reçois par exemple des faux mails, des faux SMS constamment. Parfois même, ça me fait sourire. Parce que à la longue, on finit par s'y habituer. Du coup, on vit avec. Mais aussi, on perd en vigilance, je pense. Mais quand on parle, par exemple, des deepfakes, où justement, où c'est encore plus compliqué, je trouve, de détecter si c'est vrai ou pas, où ça fait appel à l'émotionnel. Comment on peut faire, justement, pour être plus armé face à ça? Alors, il y a suffisamment d'informations et des sources sûres, hein. Il faut aller vérifier et croiser en fait les informations pour les deepfakes. Parce que effectivement, oui, c'est un petit peu les biais cognitifs aussi, hein, qui font nos biais. Moi, j'ai une amie, elle me dit, je lui envoie un petit message, je lui dis ce que tu viens d'envoyer, c'est faux. Et elle me dit, mais non, t'inquiète pas, c'est mon fils qui me l'a transmis. Mais j'ai dit, ton fils, elle vient d'où l'information? Elle me dit, ça, je sais pas. Voilà, le biais de confiance, par exemple, qui a fait qu'elle a renvoyé sans réflexion, sans aller faire de recherche. On est un petit peu sur de l'automatisme, en fait, actuellement, sur tous ces réseaux. Et l'automatisme, faut faire attention, parce que ça peut aussi créer des dégâts en renvoyant des photos qui ne sont pas autorisées, où il y a légalement des choses à savoir, hein, puisqu'il y a des choses qu'on ne peut pas retransmettre, hein, notamment des faits graves de la violence ou de la pédophilie, etc., etc. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer qui sont assez crash, et ça, c'est formellement interdit par la loi. Et notamment, en revenant en fait aux motivations, il y en a beaucoup des motivations des cybercriminels, hein. Ils ont l'envie de nuire. Ils ont ce côté, en fait, de se divertir, de contrôle, et ce besoin de reconnaissance, hein, et d'autres. Il y a aussi la concurrence, par exemple, hein. Bon, j'en oublie, hein. J'ai parlé de deepfake, mais j'ai pas expliqué ce que c'était. Oui, tu peux. Non, vas-y. Non, parce que je voulais revenir sur ce cas-là en particulier et dire à quel point en fait l'IA participe à massifier, industrialiser les arnaques. Donc ce qu'on appelle un deepfake, c'est une image, une vidéo ou un audio qui est fabriqué avec l'IA. Et ce qui va toucher particulièrement les personnes en termes d'arnaque, c'est ce qu'on appelle les deep nudes. Et là, vraiment, on voit les travers de l'IA. Parce qu'on va parler d'un cas extrêmement concret qui est la sextorsion, qui est une forme d'arnaque dont peuvent être particulièrement victimes les jeunes, qui nécessitait avant qu'un cybercriminel prenne le temps de prendre contact avec une personne via son profil, gagne sa confiance pour lui demander une première photo intime, puis une autre, ou éventuellement de se dénuder devant l'écran. Et une fois l'image collectée, de menacer de diffuser l'image en général aux amis ou à la famille. On est vraiment sur cette vulnérabilité-là, si on ne donne pas de l'argent en échange. Aujourd'hui, l'IA a vraiment permis de massifier ça, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de prendre ce temps de contact. Il suffit d'aller récupérer la photo de profil qui, même si on a un compte privé, est accessible à tous, de venir la coller avec l'IA sur le corps de quelqu'un d'autre, et souvent du coup un corps dénudé, issu des images pornographiques. Et ce qui fait qu'un jeune va recevoir dans ses DM, donc sa messagerie par exemple Instagram, « Regarde, j'ai cette vidéo de toi, si tu ne me donnes pas d'argent tout de suite, je la diffuse à toute ta famille. » La puissance de cette image à ce moment-là, le traumatisme, alors qu'on sait très bien qu'on n'a jamais été dans cette situation, qu'on n'a pas fait de photos dénudées, mais on joue sur un biais tellement fort de peur, d'émotion, que derrière, on est prêt à payer et ça crée effectivement des drames. Donc ça, c'est un exemple de ce que l'IA aujourd'hui permet
de faire en termes de réalisme et de massification des formes de cyberattaques. Et ce qui est inquiétant aussi, c'est que du coup, cette massification et le fait que ça soit un outil qui soit démocratisé fait que n'importe qui peut du coup être l'auteur de ces deepfakes et devenir... C'est ce qui est terrible, c'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, des outils, des applications, des sites pour dénuder, on en trouve partout, très facilement. Donc, les cybercriminels s'en servent pour extorquer, mais des personnes s'en servent aussi pour se venger, pour faire davantage du cyberharcèlement. Nous, on travaille régulièrement avec le 3018, qui est un numéro à connaître pour les victimes de cyberviolence, et particulièrement les jeunes et les familles. Ils sont inondés depuis 1 an de ce type de cas-là. De deep nude qui sont faits, alors il y a de l'extorsion, mais qui sont faits aussi par des camarades de classe ou même chez des adultes pour se venger après une rupture, par exemple. C'est souvent quand même les émotions qui nous amènent à ce type de comportement. Tu voulais compléter? Oui, c'est très très grave et en fait, beaucoup de victimes ont honte à ce moment-là. J'ai envie de dire, il faut surtout pas culpabiliser et il faut vraiment vraiment avoir quelqu'un de l'aide, communiquer avec ses proches. Alors bon, je dis c'est pas toujours facile. Moi, j'ai eu des jeunes qui sont venus me voir, qui n'avaient pas envie que ce soit d'en parler à leurs parents, parce que c'est toujours un petit peu particulier. Il faut trouver quelqu'un de proche, soit un ami, soit un adulte, mais il faut surtout pas s'isoler. C'est vraiment, vraiment important, parce qu'il y a des mesures à prendre rapidement pour éviter justement que ça prenne une ampleur et surtout ne jamais, jamais payer. Voilà, il faut bloquer, il faut récupérer un maximum d'informations. Dites-vous qu'on est tous des humains. L'erreur est due à tout le monde, qu'on a cru à quelque chose. Beaucoup de jeunes, mais il n'y a pas que les jeunes, parce qu'on parle des jeunes, mais je suis désolée, il y a aussi des adultes, moi que je connais, qui ont eu ce genre de problématique aussi, aussi bien des hommes que des femmes d'ailleurs. Vraiment, tout le monde est touché parce que le cœur, c'est quelque chose d'important et on peut croire à des choses. Ce qui est arrivé à la dame, tout le monde s'en est moqué avec l'acteur Brad Pitt. Sauf que moi, j'ai eu il y a très très longtemps Patrick Bruel. Bon, ça m'a beaucoup amusé. Je me suis amusée, mais c'est vrai que c'est très bien ficelé. Il m'offrait une voiture, il était gentil. Et en fait, à la fin, je vais abréger, à la fin, parce que j'avais envie de jouer, faire attention pour jouer, par contre. Vaut mieux éviter de jouer d'ailleurs trop avec eux, vous ne savez pas qui est derrière. Parce que ça peut aussi être des hackers pédophiles, je vous le dis, parce que j'ai eu des gens qui ont joué et qui se sont retrouvés où on leur a dit on vient violer ta mère et ta fille. Donc voilà, vaut mieux éviter de trop jouer. Et donc la finalité avec Patrick Bruel, il m'a envoyé sa carte d'identité. Bien évidemment, j'ai pris la loupe. C'est vraiment très 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 bien fait. Voilà. Donc oui, on peut toujours juger, peut toujours critiquer, mais très honnêtement, à quoi ça sert? Je veux dire, ça peut arriver à n'importe qui. Pour moi, c'est se dire, oui, c'est facile, le jugement est facile, la critique est facile, la rigolade est facile, on peut rire de beaucoup de choses, mais quand on a une victime, il faut vraiment, vraiment pas rigoler là et vraiment l'aider. Parce qu'il y a des gens, en fait, qui arrivent au suicide. Ça, c'est quand même quelque chose de très, très, très grave. Alors justement, qu'est-ce qu'il faut faire pour se protéger? Quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place? Je donne un exemple parce que je vais encore parler de ce SMS, mais vraiment, j'en reçois vraiment tout le temps. Et c'est incroyable. Mais donc, du coup, je reçois ce faux SMS qui me dit, bon, voilà, je suis votre livreur, je suis chez vous. Et des fois, j'en reçois tellement que j'ai envie de répondre, en fait, sur le ton de l'humour, en disant, ok, moi, je suis chez vous aussi. Donc, comment on fait? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut répondre? Est-ce qu'il faut bloquer le numéro? Est-ce qu'il faut vivre avec et pas faire attention? Quelles sont un peu les bonnes pratiques à mettre en place? Faut le copier-coller 33 700 et le rapporter directement. C'est une plateforme en fait qui reporte comment ça s'appelle, les opérateurs téléphoniques, opérateurs téléphoniques et également en fait à la police. Donc en fait vous les bloquez ensuite et vous supprimez. Bon, en général, si vous avez certains téléphones, quand vous supprimez en même temps signal, mais
pas le même signalement. Passez-le en 33 700, ça prend 10 secondes et en fait ça permet à tout le monde en fait de lutter ensemble contre cette cybercriminalité qui est très 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 large. Là actuellement vous avez également les qui reviennent, parce que forcément il y a aussi des modes, comme ça fonctionne toujours. Vous recevrez vous allez recevoir, moi j'en ai reçu aussi il y a longtemps, comment dire, vous êtes accusé en fait de regarder des sites porno. Oui. Voilà, Oui, voilà. Oui. Et vous avez les noms des gens qui sont connus en plus. Oui, oui, qui existent voilà, en véritablement. gendarmerie, moi Oui. j'ai eu Marc Boget, j'ai beaucoup rigolé. D'ailleurs, je lui ai renvoyé parce que c'était drôle. Je lui ai dit que je le remerciais de son courrier. Voilà, ça se faut faire attention. Bon, là, moi j'en rigole, mais c'est pas drôle parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. Et du coup, comme ils jouent sur la peur en disant mais moi j'ai rien fait, ou certains sont allés sur des sites, donc voilà, et du coup ils cliquent. Et là, là c'est fini, quoi. Là, vous vous retrouvez avec un joli virus. Donc, bon, et voir un blocage de données, un blocage d'écran, un blocage total qui fait que là, ça devient compliqué. Et quel réflexe enseigner du coup aux jeunes et aux familles pour qu'ils puissent se protéger? Alors, je pense que la première chose, c'est d'oser en parler. C'est vrai que ces sujets de cybersécurité, des arnaques, on a eu longtemps l'impression que ça touchait que les adultes. Or, les jeunes sont aussi victimes. Et c'était un peu un trou, un angle mort de la sensibilisation au numérique. Donc, je pense que c'est important que dans les familles, on en parle. Parce que, effectivement, quand on est face à une arnaque, quand on se rend compte qu'on s'est fait piéger, ou que tout d'un coup, on nous envoie une photo intime avec cette menace, la première réflexe, c'est de se sentir coupable. Et quand on se sent coupable, on ne va pas aller en parler. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des drames ou avec de l'argent volé. Donc, oser parler de ce sujet, déjà, de dire que ça existe, que si jamais ça arrive, il faut en parler tout de suite. Les bons réflexes, ensuite, c'est de faire des captures d'écran, de bloquer, de signaler, mais c'est important de faire des captures parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir porter plainte ou faire les signalements. Voilà, cybermalveillance, Pharos sont des sites à connaître, point de contact aussi pour tout ce qui est contenu illégaux en ligne. Voilà, ce sont des services que tout le monde devrait connaître. J'ai parlé du 3018 tout à l'heure. Donc, savoir aussi en autonomie, surtout pour les jeunes qui vont, malgré ce que je dis, pas forcément en parler à leurs parents si ça arrive, de pouvoir agir aussi seuls sur ces services-là. Et puis, voilà, on le dit quand même souvent, protéger ses mots de passe, c'est pas, voilà, c'est pas un conseil comme ça. C'est vrai qu'on utilise toujours les mêmes. Il y a bien un sujet sur lequel les jeunes sont beaucoup moins vigilants que les adultes, c'est là-dessus. Ils sont d'ailleurs beaucoup plus présents en ligne. Donc, imaginez 50 mots de passe différents, c'est compliqué. Donc, activer la double authentification, c'est quelque chose d'important aussi. C'est une vraie mesure de protection aujourd'hui. Il faut vraiment communiquer dessus. Et puis, on peut se servir aujourd'hui, les téléphones le proposent, ces services de mots de passe automatiques extrêmement compliqués qui sont mémorisés par l'outil. Voilà, ça peut permettre... mais ce sont des réflexes qu'il faut encore, sur lesquels il faut encore beaucoup acculturer. C'est vrai, mais j'ajouterais que vous pouvez effectivement déposer une plainte en ligne, c'est important aussi, sur Thésée, où selon effectivement l'infraction, selon la gravité, ou quelquefois avoir besoin d'avoir quelqu'un directement en face, vous allez porter plainte directement au poste de police ou gendarmerie qui est proche de chez vous. Vous avez Ma Sécurité, la plateforme Ma Sécurité qui va reporter tout. Voilà, toutes les ressources en fait qui existent, par exemple Perceval pour la carte bleue, voilà, chacun en fait a une définition bien particulière et un thème particulier. Thésée, donc c'est pour porter plainte, voire d'autres signalements. Et les signalements, c'est important. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous allez faire un signalement, bien sûr, ils ne vont pas vous répondre. Parce que moi, j'ai eu le cas d'amis qui m'ont dit, bah oui, mais ils m'ont jamais répondu. Bah oui, mais non, ils sont pas là pour vous répondre parce qu'il y a des millions de personnes par jour qui font des signalements. Ce qui se passe, c'est que le signalement, en fait, derrière, vous avez police et gendarmerie qui vont faire des recoupages pour aller choper, en fait, ces fameux escrocs. D'où l'importance, en fait, vraiment de faire ces signalements. Donc la première étape, une fois qu'on pense avoir été victime de cybermalveillance, c'est d'aller porter plainte. Alors, vous, comme disait Axel, je vais reprendre ce que dit Axel, faites les captures d'écran. Vous gardez toute preuve, en fait,
SMS, mail, enfin tout ce que vous pouvez. Bon, si vous n'avez plus rien, par contre, ça va être, vous conservez votre téléphone. C'est pas grave, si c'est un téléphone ou un. Et vous allez essayer au poste de police de demander aux gendarmeries si quelqu'un je m'excuse, mais gendarmerie, c'est une tech. Je ne connais pas la définition police, mais ça doit être à peu près la même simile. Si vous avez un enquêteur, voilà, police, qui peut éventuellement vous aider. Voilà, vous pourriez avoir quelqu'un à ce moment-là. C'est pas dit, mais si on ne pose pas la question, on ne peut pas le savoir. Et donc ensuite, après, en fait, changez vos mots de passe, appelez votre banque. Voilà, faut agir vraiment rapidement parce que, comme vous ne savez pas ce qui s'est passé, si effectivement ils sont rentrés rapidement sur votre compte bancaire, il est préférable d'appeler rapidement sa banque. Vous avez alors quelqu'un qui est complètement perdu, parce qu'il peut y avoir différentes typologie de cas. Là, on parle d'un cas un peu précis, mais il y a plusieurs types de cas. Si vraiment vous êtes perdu, vous avez le 17. Alors, le 17, appelez pas le 17. Là, ils ne vont pas vous répondre. C'est sur un ordinateur. Si votre ordinateur est bloqué, allez chez votre voisin, par exemple. Voilà, et vous avez donc les gens de cybermalveillance qui sont en lien avec la police et gendarmerie et Annecy, etc., plus professionnel, Annecy, qui vont vous diriger vers le bon interlocuteur. Parce que je comprends, en pleine panique, que ça peut être difficile. Il est bon de se renseigner avant. Voilà, c'est vrai que c'est bien. Moi, je conseille souvent. La sensibilisation, ça permet de connaître les sources, mais aussi d'aller regarder. Parce que ça peut vous arriver à vous, mais ça peut arriver à quelqu'un d'autre. Au moins, vous avez la connaissance de ce qu'il faut faire et vous pouvez aider. Et l'être humain, il est fait aussi pour aider. Il n'est pas fait que pour faire le mauvais. Oui, c'est vrai, parce que c'est pas, on n'a pas forcément, une fois qu'on est victime, déjà on se sent coupable et on n'a pas forcément l'envie d'aller faire la démarche, d'aller se déplacer au commissariat ou à la gendarmerie pour porter plainte. Et donc c'est bien de rappeler qu'on peut le faire à distance, en ligne, et déjà c'est déjà un peu plus rassurant. Tu voulais rajouter quelque chose? Et donc, est-ce qu'il existe comment faire pour, si on a un proche, du coup, qui, comme ce que tu disais, qui est victime d'une attaque, comment faire pour ne pas la culpabiliser et pour, du coup, la pousser à faire ces démarches-là? Parce que, en général, les personnes ont envie juste de ne rien faire et de passer à autre chose, d'oublier. Mais comment l'inciter C'est important. C'est aller important au bout des pour démarches. éviter l'usurpation d'identité. Voilà. Parce que ça, c'est très grave, ce qui peut se passer derrière, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire des délits. C'est-à-dire que c'est revendu après sur le dark web, notamment. Donc, et en clair, il peut y avoir effectivement des délits supplémentaires avec d'autres hackers qui vont s'en servir, ou le même. Et l'usurpation d'identité, ils peuvent effectivement aller faire des crédits à votre place. Oui, mais comment faire justement pour... ou de la pédophilie. Pour convaincre la personne qui a été victime de faire les démarches pour aller... Oui, il faut l'écouter. En fait, voilà. Par définition, une victime, elle va se sentir aussi coupable et elle est victime. Donc, elle va avoir besoin d'être écoutée, rassurée. Et quand on est en posture de victime, on n'a pas souvent la force, l'énergie ou même le mental pour pouvoir agir seul. Et je dirais aussi que parce qu'on l'a évoqué, la capacité à arnaquer d'autres personnes, parce qu'évidemment, quand on a affaire à des organisations cybercriminelles, on est dans de la fraude organisée, mais on a parlé aussi de cyberharcèlement ou de la capacité à utiliser les IA pour pouvoir se venger de quelqu'un. C'est important ensuite, donc une fois qu'on a fait tout ce travail d'écoute, de pouvoir aussi sensibiliser le harceleur, l'arnaqueur, qui n'a pas forcément peut-être conscience de la gravité de ses actes, qui n'a pas forcément conscience du droit et des responsabilités en ligne, qu'on n'a pas le droit de jouer avec l'image de quelqu'un, qu'on n'a pas le droit On a besoin aujourd'hui de faire aussi une éducation aux droits et devoirs en ligne. Il y a assez peu d'éducation sur ce sujet. Donc l'auteur, il a aussi besoin d'être écouté, ses motivations. Alors là, je parle plus dans des cas interpersonnels, mais si on laisse passer certains comportements, ça peut peut-être aussi, en grandissant, être banalisé. Il ne faut pas banaliser ce type d'action. Donc dans les deux cas, la victime ou l'auteur, écouter et accompagner et éduquer dans les deux cas, en fait, pour pas que ça recommence. Tu voulais compléter? Non. Est-ce qu'il y aurait des questions
Alors, attendez, on va vous donner un micro, madame, parce qu'on ne vous entend pas. Quelqu'un qui arrive. Oui, bonjour. Bonjour. Je me demandais, concernant les vides-greniers que l'on organise un petit peu partout en France, là, quand on s'installe en tant que vendeur, l'organisateur nous demande notre carte d'identité. Et moi, j'hésite toujours à donner ma carte d'identité parce qu'ils gardent des informations pour eux, bien sûr. Et je me dis, ces gens-là sont facilement traquables, si j'ose dire. Et qu'on peut donc prendre les données de la carte d'identité. Et ça, comment dirais-je, l'usurpation d'identité, c'est quelque chose qui est profondément traumatisante. Alors j'ai toujours peur d'avoir la carte d'identité qui est piratée. Donc est-ce qu'il y a un moyen de contourner le fait de donner une carte d'identité à un organisateur pour un vide-grenier? Alors je sais qu'il existe un site où on peut mettre non trace, enfin non, je sais plus comment ça c'est le terme. Je sais qu'il existe un terme, un site gouvernemental anti recopiage de carte d'identité. Je sais pas comment ça s'appelle. Merci pour la réponse. Merci. Oui, j'ai plus le terme non plus. Oui, je vois ce dont vous me parlez. Oui, en fait, ça permet effectivement de donner votre carte d'identité, elle est barrée, bien sûr, mais c'est ce qu'il faut donner. Après, je pense pas que vous remettez en fait votre carte d'identité, parce qu'en fait, pour un vide-grenier, ils vont prendre, vous allez juste la montrer. Ah oui, ouais. Ouais. Oui, donc effectivement, oui, non, c'est une très bonne question. Vous faites effectivement, vous allez sur le site du gouvernement, hein, d'ailleurs, qui va faire, comment ça s'appelle? J'ai un bug. Tu sais, des barrages, un filigrane. Oui, merci. Oui. Voilà, un filigrane. Hein. Voilà, un filigrane. Tout à fait. Voilà. Exactement. Tout à fait. Merci à vous en tous les cas de votre question. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ou des témoignages ou des expériences à partager? C'est le moment de poser toutes les questions. Oui, monsieur. Concernant l'affaire Grégory, là, il parle de stylométrie. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je pense que ça... Oui, et je pense que c'est dans un autre champ, un autre contexte, et c'est pas la thématique. C'est une technologie d'étude de l'écriture qui est différente de la graphologie et qui s'appuie davantage en fait sur le style d'écriture d'une personne pour pouvoir identifier la personne, non pas que sur son geste d'écriture, mais on a tous en fait des manières d'écrire. Mais là, on est un peu éloigné de la thématique. Du sujet de la... Ou alors peut-être vous vouliez préciser votre question et voir, savoir s'il y avait un lien particulier avec les arnaques, c'est-à-dire Non, je ne sais pas s'il y avait quelque chose de plus... S'il y a d'autres arnaques... Oui, enfin, je veux dire, parmi les arnaques, on peut maintenant, effectivement, ça fait partie des choses que l'IA permet, de pouvoir aussi recopier assez fidèlement l'écriture de quelqu'un, donc ça peut permettre de se méfier. Moi, ça me fait penser à autre chose qu'on n'a pas évoqué, qui est une arnaque aussi, parce qu'on parlait des modes tout à l'heure, et de la manière dont les arnaques évoluent aussi.
c'est ce qu'on appelle le keyring, c'est les arnaques au QR code. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça s'est tellement banalisé dans notre vie d'avoir un QR code et de scanner pour pouvoir accéder à un site, à un événement, à quelque chose, que ça, il faut se méfier, effectivement, d'affichage dans la rue ou de messages un peu trop racoleurs qui invitent à aller scanner rapidement, qui vont là justement jouer sur l'urgence, l'émotion, et derrière, il peut y avoir un site frauduleux. Voilà, ça n'a pas vraiment de lien avec votre question, mais ça m'y a fait penser. Oui, moi aussi. Mais effectivement, c'est la grande tendance. Il y a l'histoire du colis, mais là, pas le colis où comment dire, le transporteur vous appelle ou coucou, je suis arrivé ou je sais pas quoi. Enfin, il y en a tellement. La tendance qui n'est pas encore, mais qui arrive de plus en plus, hein, c'est le colis. Vous allez recevoir en fait un colis avec un QR code. Curiosité, qu'est-ce que fait la personne? Bah, elle flash. Surtout pas. Voilà, hein, colis poubelle. Oui. Après, c'est compliqué parce que c'est vrai qu'on est inondé de tout ça. Et enfin, moi, je suis en train de réfléchir. Je pense que je serais tentée quand même, dans l'urgence, de prendre une photo et d'utiliser le QR code pour voir ce que Alors, en ça prenant fait. une photo, bien sûr. Et après, en fait, directement... Enfin, pas prendre une photo, mais du coup, avec mon téléphone, du coup, ça m'emmène sur le lien. Et du coup, qu'est-ce que ça fait ensuite, une fois qu'on est sur le lien? Comment il procède du coup pour... Là, c'est un malware en général, hein, Ouais, donc donc, voilà. Oui, oui. Et puis, bah, ça arrive soit voilà, soit ça vous bloque tout, soit ça arrive directement. C'est là qu'ils prennent en fait. Vous avez le logiciel de frappe, hein, parce que des fois on me dit mais comment on peut arriver au compte bancaire? Bah, le malware, en fait, c'est un logiciel de frappe quelquefois. Donc quand vous allez taper votre compte bancaire, hein, puisque les 3 quarts des personnes ont leur compte bancaire sur leur téléphone, quand vous allez le taper, bah, clairement ils vont avoir tous vos chiffres. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à votre compte bancaire et qui vident un compte bancaire, notamment, entre autres. Oui, tout à fait. Non, mais quand on donnait l'exemple du colis, parce que je pense que tout le monde en a eu en ce moment, là, ces histoires de SMS où on reçoit un message, vous êtes chez vous, ou voilà, j'arrive bientôt, il y a un colis, alors qu'on n'est pas là, et que souvent d'ailleurs, on n'a pas commandé de colis. Mais on va avoir ce doute. Et c'est peut-être ça qu'il faut activer en permanence, c'est cette culture du doute. En fait, de la même manière, nous on donne beaucoup ce message-là, on parle d'aiguiser son esprit critique, en fait, il faut le faire aujourd'hui en permanence. Parce qu'en fait, on peut se retrouver piégé alors qu'on sait en fait pertinemment, si on réfléchit 2 secondes, qu'on n'a jamais commandé de colis, donc on n'en attend pas un. Mais le fait que là, quelqu'un tout de suite, en fait, ça vient lever ce réflexe. Donc ce réflexe du doute, en fait, il est et apprendre ce doute-là, il est essentiel. Mais c'est intéressant ce que tu dis, la culture du doute et le fait d'être en permanence en hyper-vigilance. C'est ça, je pense, qui est compliqué, de toujours devoir se questionner et comment ne pas basculer à l'inverse dans la peur Oui. et dans la parano. C'est pas être parano, c'est toujours se dire, en fait, nous, on appelle ça au niveau entreprise, zéro trust, hein, ça revient au même pour chaque individu, c'est ne pas faire confiance. Vaut mieux se dire, je vais aller vérifier, croiser des informations, quelles qu'elles soient, plutôt que, vous perdez quoi? Vous perdez 3 minutes pour faire ça? Plutôt que finalement vous faire piéger. Voilà, c'est un choix, mais rester vigilant, c'est pas devenir parano. C'est une culture en fait où il faut s'adapter. Les cybercriminels s'adaptent à tout ça. Il faut qu'on s'y adapte, qu'on s'adapte aussi, puisque on a tous en fait un téléphone, un ordinateur, une plaie. Je passerai sur les objets connectés parce que là on va dépasser largement le temps. Voilà, on a tout un tas de choses qui vont servir effectivement à aller directement hacker ou voilà, pour du gain, pour de la vengeance, pour enfin, généralement c'est le profit, mais ça peut être aussi le profit, il peut être vaste, quoi. Voilà. Il faut effectivement peut-être un petit doute que une grosse arnaque derrière, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément beaucoup parlé des conséquences. Mais il y a un chiffre assez édifiant, c'est qu'on sait par exemple sur les seniors en 2024, les personnes qui se sont fait arnaquer, la moyenne c'est 2 500 €. C'est énorme comme somme. Donc ça peut avoir un vrai impact derrière sur la vie, sur
purement matériel dans un premier temps, mais si on se sent coupable, on se dit comment j'ai pu me faire avoir. Donc ça peut vraiment altérer la confiance en soi. Et puis on en a parlé tout à l'heure sur des jeunes, des cas de sextorsion où on est persuadé qu'une image va se propager. Les cas de suicide, ils sont bien réels. Ça arrive. Et on sait aussi que sur le cyberharcèlement, l'atteinte à la personne dure en moyenne entre 7 et 8 ans. Donc la prise en charge psychologique derrière qu'il faut, le suivi. Donc ce petit doute qu'on peut avoir, il est vraiment nécessaire parce qu'il peut éviter des dommages derrière qu'on ne maîtrise pas totalement en fait. Alors moi, je voulais ajouter pour les bonnes pratiques, donc comme l'a cité Axel, mot de passe, un mot de passe pour chaque compte, et le mot de passe, c'est pas coucou ou ma chérie Poica, voilà, à éviter. Généralement, vous pouvez essayer de trouver en fait des coffres forts. Oui. J'ai quelques sourds dans la salle, je vais essayer. Est-ce que tu peux me tenir Alors, je suis pas interprète, je vais faire du langage signé. C'est pas de la SCF. Donc, mot de passe, 8 à 10 chiffres, 1 pour chaque compte. De l'authentification à 2 facteurs. Ah non, je vais pour eux, non. Et vous pouvez également ajouter, ça va être un second, alors c'est pas du mot de passe en fait, c'est une seconde authentification, ce que nous on appelle MFA ou ou facteur à 3 facteurs, à 2 facteurs ou à 3 facteurs. Et en fait, vous avez par exemple Google Authentificator. Alors, je vous prends celui-là. Après, il y en a d'autres. Ce sont des chiffres qui vont être uniquement sur votre téléphone, pas sur votre carte SIM. Ça vous permet en fait d'ajouter une fonction supplémentaire. C'est comme les cadenas que vous mettez chez vous. Bon, peut-être pas obligé de mettre une porte blindée avec, mais bon, voilà. Plus on a de cadenas, mieux c'est. Voilà, moins ils vont, plus vous leur donnez en fait, moins vous leur donnez d'accès, plus ils auront du mal à rentrer en clair. C'est le même principe qu'une porte. Vous avez, je vous conseille fortement également de mettre un VPN. Une mise à jour. La mise à jour est importante. Alors oui, ça va changer certaines choses peut-être de vos téléphones. Bon, moi, j'ai jamais vu la différence. Mes enfants me disent que oui. Mais la mise à jour, elle permet de corriger, en fait, d'avoir les correctifs. Si vous ne faites pas de mise à jour, vous risquez effectivement une attaque puisqu'il y a des failles. Voilà. Ça fait partie aussi des failles. Il y a les failles humaines, mais il y a les failles technologiques. Aujourd'hui, la technique à elle seule ne suffit plus. Bien sûr qu'il en faut. Parce que si vous leur mettez tout ouvert, autant leur donner votre téléphone. Voilà. Évitez, moi, ce que j'ai envie de dire aux jeunes, mais à tout le monde aussi, parce qu'il n'y a pas que les jeunes. À chaque fois, on insiste sur les jeunes, mais ça, c'est un petit peu toute la population. Ne vous mettez pas sur les Wi-Fi publics. Ils ne sont pas sécurisés. Régulièrement, RER, train, je vois les gens, voilà, avec des téléphones où on voit tout. Il n'y a pas de filtre. Merci. Non, je te remercie. Il n'y a pas de filtre. Il traduit pour moi, c'est bon. J'articule. Il n'y a pas de filtre et donc déjà tout le monde voit ce que vous mettez ou écrivez. Vous pouvez avoir en fait des choses discrètes qui peuvent être soit photographiées, sans être parano, je le suis pas, mais ça arrive, je l'ai déjà vu. Et également, donc j'ai dit. Oui, il y a énormément de choses. Ouais. Mais alors après, c'est des gestes importants mais simples. Mot de passe, authentification. Donc double ou triple authentification, la biométrie plus le rajout Google Authentificator, mise à jour, VPN, antivirus. C'est les bases. Ce sont les bases. Y compris sur les téléphones, parce qu'on pense que c'est que pour les ordinateurs. Et un seul, parce qu'il y en a, ils en mettent 3, ça sert à rien. Sur les téléphones portables également. Oui. Alors, j'ai une autre question dans le public. Oui, je voulais vous demander, là, le Windows 10 va disparaître dans quelques semaines. Est-ce que c'est grave si on garde le Windows 10 à la maison? Moi, j'ai un PC avec un Windows 10, je ne sais pas comment changer.
je ne vais pas le changer. Est-ce que c'est très grave? Alors c'est pas que non, c'est pas grave. Alors aujourd'hui, je vous avoue que là, par contre, j'ai pas spécialement de réponse. Ce qu'ils envisagent, effectivement, ils ont parlé d'arrêter les mises à jour. Bah, c'est embêtant. C'est embêtant pourquoi? Parce que si on n'a plus de mise à jour, il n'y a plus de correctif. Donc c'est comme une porte que vous laissez ouverte chez vous. Voilà. On va s'arrêter avec cette dernière question. Est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose avant de clôturer les échanges? On a bien fait le tour du sujet. Oui. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup à Axel et Corinne d'avoir partagé leur expertise, de nous avoir donné les bonnes pratiques et pour qu'on puisse se sentir plus armé face à ces menaces. Et puis, c'est important qu'on continue du coup, de se sensibiliser, de s'éduquer, de s'informer, puisque du coup, les cyberattaquants, eux, ne cesseront pas du coup, de faire évoluer leurs techniques. Surtout avec l'IA, ça va aller très vite. J'ai mis sur les slides donc, des ressources disponibles, donc des plateformes vers qui se tourner en cas d'attaque et aussi pour que vous puissiez vous sensibiliser. Il y aura également sur la table des documents que vous allez pouvoir récupérer qui recensent un petit peu tout ce qu'on a dit parce qu'on a évoqué pas mal de plateformes, donc c'est difficile de tout retenir. Et également des documents qui vont vous permettre d'aborder la cybersécurité en famille, de sensibiliser vos proches, parce que c'est aussi à vous de transmettre aussi à vos proches et de les sensibiliser par le bouche à oreille, et aussi d'aborder du coup la cybersécurité en famille auprès des enfants, parce que ça fait un peu peur, en fait, c'est difficile, je trouve, d'aborder la cybersécurité auprès des jeunes. Déjà, cyber et sécurité, déjà le mot est un peu anxiogène, donc c'est assez compliqué. Oui, je voulais juste ajouter aussi que sur le site internet sanscrainte.fr, on a plein de ressources gratuites, Oui. des articles aussi, et on a un compte Instagram, Internet sans crainte, où on parle beaucoup, dont on décrypte l'actualité numérique des jeunes, on fait beaucoup de conseils auprès des familles, et cette question de... des phishing, des cyberattaques, on en parle parce que justement, il y a peu de sensibilisation sur ce sujet. Voilà, c'était juste pour compléter. Tu veux compléter? Oui, je disais que j'allais dire effectivement que c'était très très important de sensibiliser, vraiment de rester aux faits vu la tendance qui arrive en effet par rapport à l'IA. Et moi, ce que je peux vous conseiller, c'est bioloc.ai. Vous allez dessus, vous avez des choses gratuites qui sont de la biométrie à 3 facteurs. Pas de la biométrie, d'authentification, pardon. Oui, à 3 facteurs, oui. Et c'est gratuit surtout, donc faites attention sur les choses gratuites, mais là je peux vous assurer qu'il n'y a aucun souci. Par exemple, pour un crush, allez vérifier en fait quelqu'un qui n'est pas ce qu'il dit, avec ça vous allez pouvoir vérifier. Et c'est gratuit. Voilà, vous trouverez d'autres choses par rapport à ça. Et la géolocalisation aussi. Pas de géolocalisation partagée à tout le monde. Ça, c'est quelque chose que je déconseille fortement. Et bien entendu, Snapchat, Instagram, enfin j'en passe, peut-être pas Instagram parce que je connais pas tout. Mais généralement, je vois beaucoup de jeunes sur Snapchat où ils ont des géolocalisations où tout le monde se voit. Oui, on sait où il se trouve, on sait l'établissement scolaire fréquenté, où la personne vit. Donc quand on est en contact avec un pédocriminel, quelqu'un qui veut nous arnaquer, lui donner la capacité de nous géolocaliser, c'est extrêmement dangereux. Donc tout ce qu'on s'est dit là, vous allez retrouver dans les documents. Et oui, n'hésitez pas à continuer à vous informer comme vous le faites en assistant à ces tables rondes, puisque c'est notre comportement, notre façon de réagir face aux menaces qui va justement déterminer si oui ou non on sera victime d'une attaque. Donc voilà, il faut continuer à se questionner, à faire travailler notre esprit critique et voilà, et avoir de douter un peu, pas trop, de pas tomber non plus dans la parano, mais voilà, de se poser des questions. Bien, merci beaucoup, merci à toutes et à tous, merci pour votre participation. Merci de votre attention.